mapenzi, sheri nanga, tu sais très bien nakutaka. Wewe, unanivanga, roho yangu iko fasta fasta. Hey, mapenzi mapesa. Alors bonjour et merci à vous d'être présents pour cette table ronde qui est organisée par le Mois des cultures d'Afrique et des diasporas. Moi je suis Dolores Bakela, je suis journaliste indépendante et je suis cofondatrice de la plateforme L'Afro et du festival Fresh Women. Donc j'ai l'honneur de modérer ce panel qui est composé donc de Diana Ndoumbé. Oui, bonjour. Et à côté d'elle, il y a Nabila Ayash. Bonjour. Bonjour. Il y a aussi Cecilia Pietchko. Enchantée, bonjour. Enchantée. Et Johan Pratt. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, on va aujourd'hui parler donc, de la question du branding, de la sponsorisation. Vous avez des parcours très riches, très variés, qui se recoupent un peu, mais qui sont aussi très différents. Et on va aussi parler donc, de vos réussites dans ce domaine, de ce champ du marketing, à la croisée du marketing et de l'artistique qui est en pleine évolution. Mais aussi donc, de vos prospections, des prises de contact, mais aussi des freins, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues qu'on va essayer aussi de discuter un peu ensemble. Donc pour commencer, vous avez un point commun, un peu tous, c'est que vous travaillez dans la musique, on va dire ça, de manière générale, et que vous avez cofondé vos agences. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et de créer des entreprises qui finalement en aident d'autres à se développer? Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer? Cecilia. Pourquoi pas? Je vais bien commencer. Du coup, j'ai fondé Grunkid il y a une dizaine d'années à peu près, qui est aujourd'hui une agence qui supervise des projets films à la fois publicitaires ou séries, longs métrages sur l'aspect musical. Donc en gros, on travaille et avec des marques et avec des agences et des réalisateurs sur tout ce qui est son, musique. Pourquoi? Enfin, quelle est la volonté? Après, c'est comme souvent des histoires je pense, de rencontres et de parcours de vie personnels qui se mêlent aux professionnels, mais c'est vraiment parti à l'origine de la volonté de défendre un compositeur avec lequel je travaillais. Et disons qu'à l'époque, j'avais flairé que le côté combinaison entre artistes et marques commençait à être intéressant et pertinent. Et j'ai eu envie de vraiment développer ça, d'abord avec un créatif, un compositeur, artiste, et puis de l'étendre à un plus grand nombre de talents que j'ai été amenée à accompagner, à voir sur mon chemin. L'idée, c'était de fusionner ces talents-là avec des projets de marque ambitieux et qui révélaient leurs talents d'une autre façon que uniquement celle classique qu'on connaît de sortie d'albums et de clips. Donc, penser un petit peu en dehors des codes et faire interagir ces marques avec ces artistes d'une façon différente et originale. D'accord. Johan, est-ce que ça résonne pour vous, c'est le parcours? Bah ouais, parce que je pense que c'est à peu près similaire. On a commencé il y a peut-être plus de 10 ans maintenant. Et donc on a monté Yard, je pense ça a 6 ans à peu près. Donc nous c'est un peu particulier. Il y a toute une partie plateforme de marque en fait, où on est aussi un média, on crée des événements. Ça a au début été notre volonté en fait de créer un outil comme ça pour agir pour on va dire notre culture et nos gens. Et de là est née l'agence. Et je pense que la motivation pour nous, c'était de la frustration. On était très frustrés et très énervés de voir beaucoup de marques ou d'acteurs culturels prendre la parole sur la nôtre, un peu de la mauvaise manière, avec les mauvais mots. Et c'est venu de là, notre envie pas de reprendre le pouvoir, mais si un peu d'avoir notre propre ownership de notre culture. Et le projet de l'agence et aussi de la plateforme et du média viennent vraiment de là au final. Ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que Nabila, vous étiez aussi dans cette dynamique finalement de reprendre le contrôle d'une certaine narration sur ces cultures qui, on les appelle les cultures urbaines, mais peut-être que vous avez un meilleur mot pour définir. Mais complètement. Moi, j'ai exercé dans de gros groupes médias, entre autres comme Canal+ et Groupe Lagardère. J'ai été plusieurs années responsable des annonceurs. Et face à l'engouement des marques pour la culture urbaine, dont je suis issue et qui me passionne énormément, je me suis dit qu'il était temps pour moi de créer ma propre agence. Et donc j'ai créé Versus. L'idée, c'était d'être le lien entre la culture média et les cultures urbaines, qui manquent atrocement
d'expertise face aux marques et à leur fonctionnement. Et l'idée aussi, c'était d'accompagner les marques dans le décryptage des richesses de la culture urbaine. Donc, voilà. Donc j'ai créé l'agence Versus, qui est une agence de marketing d'influence, positionnée dans le développement de produits innovants. Donc l'idée est bien entendu de produits innovants qui sont développés pour sublimer les cultures urbaines. C'est ça en fait, d'upgrader les cultures urbaines, mais surtout d'accompagner bien entendu les marques dans leurs problématiques médias. Mais vraiment l'idée fondamentale, c'est d'upgrader les assets des cultures urbaines à travers la réflexion et la création de produits innovants. Donc là, on travaille par exemple sur un produit que nous proposons aux marques, donc un support média lié à l'environnement du clip musical, un autre autour des concerts et un autre en étroite collaboration avec le réalisateur Chris Macari sur des films publicitaires. Voilà. Donc, et par ailleurs, l'agence a pour vocation aussi d'accompagner des artistes musicaux, des personnalités dans leur collaboration avec les marques. D'accord, justement, on reviendra aussi sur finalement ce frottement qu'il y a entre l'artistique et le marketing. C'est pas inhabituel, mais disons que ça peut poser plein de questions peut-être. Alors, vous, Diana, vous avez aussi cette expérience-là, mais vous travaillez sur un territoire ou en lien avec un territoire qui est quand même un des territoires phares de cette expérience dont on est en train de parler aujourd'hui, qui est évidemment le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement comment vous avez, vous aussi, commencé à travailler dans ce domaine-là? Vous n'avez pas votre agence, il me semble, vous êtes consultante. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, donc moi je suis consultante live et marketing. Je travaille avec une major, donc Sony Music, qui s'est installée donc en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, qui est la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest. Et pas que de la musique, hein, voilà. De l'audiovisuel, d'énormément de... Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de retourner à la source, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros boom de l'urbain et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit sur place, sur le territoire, en jouant justement sur le fait que les artistes ont vraiment un pouvoir exponentiel d'activation et on voulait justement pouvoir, entre guillemets, les récompenser, les accompagner sur ce volet-là, donc sur le volet live et marketing. Et en fait, c'était vraiment une nécessité aussi, si vous voulez, de pouvoir leur créer un revenu, parce que c'est vraiment ça l'enjeu en Afrique, c'est pouvoir créer un revenu rémunérateur pour les artistes, parce qu'ils ne bénéficient pas, si vous voulez, de toutes les flèches rémunératrices qu'on a un peu dans le monde, en tout cas que les artistes ont, comme le marché du publishing, etc. Donc pour nous, vraiment, c'était une nécessité d'être là-bas et une nécessité de pouvoir accompagner donc, les artistes sur ce volet. Alors justement, on va revenir sur cette question justement de l'apport que c'est que ce marketing d'influence qui se développe, notamment pas en comparant, mais en regardant les expériences selon les territoires, mais peut-être avant, il faudrait peut-être essayer de définir un peu ce que c'est que le branding et la sponsorisation. Est-ce que vous pouvez, parce que il y a peut-être des néophytes qui regardent et ça peut permettre d'entendre une langue qui leur est peut-être un peu plus familière. Est-ce que l'un de vous veut peut-être définir en quelques mots ce que ça peut être que le branding, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une marque finalement, comment on construit l'image d'une marque, comment on peut essayer d'expliquer ça? L'idée, c'est d'insérer judicieusement la marque à des opérations de communication, à l'univers artistique d'une personnalité. C'est vraiment la fusion entre l'ADN d'une marque et l'univers d'un média ou d'une personnalité. Il faut vraiment que ce soit fait de façon très judicieuse et sortir du placement de produits qui fut un temps très convoité par les marques, qui est très grossier. Donc je dirais que c'est ça, en fait. Le placement de produit, c'est quand même... c'est très grossier. Mais c'est en même temps l'ADN, par exemple, de ce qui se passe dans la télé-réalité. Exactement. Mais l'idée, là, c'est vraiment de faire les choses de façon très judicieuse, très subtile, raconter une histoire. Les marques veulent raconter des histoires et veulent qu'on utilise tous les assets. Ouais, je pense la bonne collaboration gagnante, en effet, pour les deux. Enfin, l'idée, c'est que ce soit à la fois quelque chose de
naturel, même si évidemment il y a des enjeux business qui sont derrière, mais qu'on soit dans une combinaison et dans une collaboration qui fasse sens pour les deux, à savoir la marque et puis l'artiste ou la personnalité avec laquelle on a envie de collaborer. Donc finalement quelque chose de créatif et qui soit pas grossier. Créatif, organique. Homogène. Puis c'est aussi pour les artistes aujourd'hui, c'est aussi un moyen de se faire financer des choses. Ouais. S'ils n'ont pas la capacité de financer tous leurs projets en propre avec, je sais pas, publishing, les tournées, etc. Donc collaborer aussi avec des marques. Et aujourd'hui, c'est aussi dans l'intérêt des marques de venir comme ça aider les artistes sur des projets qu'ils ont envie de faire. Et ça se fait beaucoup comme ça aujourd'hui. Ouais. J'ai envie de tourner tel clip, mais il me manque tant pour avoir tel réalisateur, pour voir telle opération, etc. Donc je fais aussi appel aux marques pour ça. Donc il y a un côté win-win qui est intéressant là-dedans. C'est ça. Et puis avec la digitalisation, de toute façon, les marques doivent trouver une autre manière de s'exprimer. C'est plus du top-down où vous avez la marque, qui a un message et qui touche un consommateur. Maintenant, on est vraiment dans une course à la création de contenu pour justement toucher une communauté. Et les artistes sont quand même les plus à même. C'est des créateurs nés. Et en plus, ils ont une communauté très engagée. Et c'est ce que les marques cherchent aujourd'hui. C'est vraiment de l'engagement et de l'émotion. Et les artistes sont le meilleur matching. Et justement, pour certains d'entre vous, on va dire la majorité, vous avez créé vos entreprises, vos agences, avant qu'il y ait justement l'émergence des réseaux sociaux. Donc comment en fait cette émergence de Facebook, Instagram et d'autres, YouTube aussi, qui est un réseau social, on l'oublie, comment vous avez justement, comment ça a fait shifter le développement de votre agence, mais aussi changer peut-être les modalités justement d'action et d'opération quand tout ça est arrivé? Je pense que c'est un outil de plus. Je pense que ça ne change pas le fond du travail et de ce qui doit être fait, mais c'est des outils supplémentaires qu'il faut savoir utiliser. Exactement. Mais se dire aujourd'hui que ça devrait changer le fond de comment on doit travailler, je pense que ce serait un peu se mentir, parce que ce n'est pas le cœur du métier. Demain, le cœur du métier, c'est de faire des choses pertinentes, qui parlent à une audience, qui vont vraiment créer de l'émotion, comme elle le disait. Et au final, les réseaux sociaux, c'est juste un nouveau vecteur, comme la télé l'était avant, l'affichage l'était avant, pour diffuser ces choses-là. Je suis d'accord. En plus, je dirais même que ça peut être un handicap aussi dans pas mal de cas, parce que... C'est-à-dire un handicap aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite que ça peut aussi mal se passer assez vite. Donc, est-ce que tu veux dire que ça amplifie le bon côté des choses, mais aussi le mauvais. Donc, moi, je rejoins ce que tu dis sur le fait que l'important, c'est pas l'outil, c'est le message et ce que nous on raconte et ce qu'on fait déjà, enfin ce qu'on a envie de construire. Après, c'est un outil pertinent qui peut aider, mais qui peut aussi, à contrario, aller assez vite. On l'a vu sur des exemples ces derniers mois et même l'année dernière beaucoup, avec des bad buzz d'artistes. C'est aussi des choses qui peuvent aller vite dans l'autre sens. Alors justement, peut-être qu'on peut aussi un peu plus rentrer parce qu'on parle beaucoup d'artistes, etc. Donc on parle en fait finalement là de marketing principalement d'influence. Est-ce que c'est principalement ce que vous faites, c'est-à-dire et déjà qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres dynamiques pour justement faire passer le message des marques qui vous contactent? Alors nous, par exemple, ce qu'on propose sur le continent d'Afrique francophone, c'est vraiment le marketing d'influence. D'accord, pourquoi? C'est spécifique pour l'Afrique francophone. Oui, c'est un peu spécifique, mais l'idée c'est de pouvoir bénéficier de la notoriété des artistes qui, eux, ont, si vous voulez, cette légitimité de discours auprès de la communauté, et on travaille beaucoup dessus. Donc ça permet justement aux marques de pouvoir s'approcher d'une communauté qui n'a pas l'habitude de lire les messages, mais qui a plutôt l'habitude de les ressentir. Et donc du coup, nous, le marketing d'influence, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, donc de pouvoir bénéficier donc de l'image, des valeurs de l'artiste et de pouvoir créer le matching entre les deux. D'accord. Est-ce que c'est pas troublant justement, et vous peut-être, Cécilia, tu peux peut-être un peu plus en parler, donc tu as cofondé cette agence, mais tu travailles aussi avec un artiste qui aussi a une carrière qui est en train d'exploser, si on peut le dire comme ça, qui est très clairement identifié, on va le dire, on peut vraiment améliorer la terminologie, mais afro, très contemporain, voilà, avec plein d'influences de partout.
Est-ce que c'est pas troublant justement d'avoir ce mélange finalement entre du marketing et l'idée qu'un artiste est quand même quelqu'un qui crée et qui n'est pas justement relié à toutes ces contingences marketing et de c'est business. sûr, ça l'est d'autant plus que contrairement à mes confrères autour de la table, nous on n'est pas pour répondre à ta question d'avant et faire le lien vraiment sur du marketing d'influence. Nous on va plutôt être sur un aspect presque plus technique ou en tout cas beaucoup plus artistique quand on arrive avec des marques qui est vraiment le son et la musique. Oui. C'est-à-dire que pour la manière dont on fonctionne, c'est un client qui soit réalisateur, marque, producteur, agence vient nous voir pour trouver avant tout le bon son, la bonne musique et donc notre expertise, elle part toujours de l'aspect purement artistique avant même de lier l'artistique à d'autres réalités que vont être les chiffres. Voilà, il y a des projets qu'on a fait, on a bossé avec des compositeurs dont personne connaît. Et avant tout, c'était que le son soit le plus adapté à la campagne et qu'on ait fait le job dans cette partie-là. Ensuite, pour faire le lien avec, en effet, James BKS et la manière dont les choses s'articulent, c'est pas évident, notamment parce que lui, il vient pas ni de cette génération, ni de cette école des réseaux sociaux. Donc James BKS, c'est l'artiste en question. Exactement, exactement. Et du coup, c'est aussi une question beaucoup de génération. Et après, quand tu n'as pas grandi dans cette génération vraiment des réseaux sociaux, il y a quand même un truc qui est que tu es jugé sur le nombre d'abonnés, l'intérêt que tu vas avoir, alors que j'espère que c'est plus profond que ça et on peut encore bosser sur des projets sur lesquels l'intérêt de la marque et la manière dont tu valorises l'artiste et le projet sur lequel tu bosses ne se résume pas à des chiffres et ne se résume pas juste à... D'ailleurs, c'est peut-être le moment de se demander, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que quand vous montez des opérations, justement ce nombre de followers, d'abonnés, ça veut dire quelque chose, et notamment sur le potentiel succès de l'opération que vous menez? C'est obligatoire parce que c'est quand même une métrique qui est quantifiable, donc qui rassure les marques et l'annonceur. Après, dans le débat sur l'influence, il y a aussi ce qu'est la vraie influence. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, un Kendrick Lamar, il n'est pas sur Instagram, alors que c'est un des plus gros artistes influents du moment. Là, on vient de faire une collaboration entre Skepta et Havana. Skepta, il n'a pas un reach qui est énorme sur les réseaux sociaux, sauf qu'on sait que ce qu'il représente culturellement, il va être suivi, il va être vu par tout le monde. Dès qu'il pousse un message, le message va être regardé, adoubé, etc. Et ça rentre dans la discussion aussi. Tu sais que à équivalence de prix, tu aurais pu avoir quelqu'un d'autre qui aurait plus de reach sur les réseaux sociaux et en global. Mais tu sais que choisir de faire cette action avec cet artiste-là, tu vas chercher une toute autre influence qui peut être oubliée par les marques souvent, mais qui en fait totalement la différence. Et le marketing d'influence des réseaux sociaux touche une cible bien particulière qu'on appelle la cible Z. C'est la toute dernière génération qui a entre 13 et 18 ans, me semble-t-il. Et effectivement, ils sont beaucoup plus impactés par le discours des artistes, puisqu'ils se sentent, c'est une appartenance pour eux, et moins impactés par le discours des marques et du marketing traditionnel. Donc effectivement, les réseaux sociaux ont une forte importance, les reach ont une forte importance, le nombre d'abonnés ont une forte importance pour une certaine cible qui est la cible Z, les tout jeunes, entre 13 et 18 ans. Cible dont tu parlais avant qu'on soit ici. Exactement. En disant que c'était une cible aussi qui était très volatile. Et ça revient aussi à ce que tu disais sur l'aspect où en fait les bad buzz peuvent monter aussi très vite. C'est des cibles qui sont finalement très engagées, mais sur un temps très court, en tout cas très intense, plus que court peut-être. Très court, très volatile. Donc ça dépend encore une fois de qui tu veux toucher. Et parfois... l'exemple que tu donnes, il est super fort, quoi. C'est aussi te dire qu'il y a des ambassadeurs de communauté et que par rapport à ton propos... ils sont pertinents, quoi. Ouais, c'est ça. On ne peut pas choisir, même s'ils ils font par rapport à peut-être qu'une entreprise attendrait d'avoir, je sais pas, 15 millions de followers, etc. Là, on arrive à travailler dans la finesse, quoi.
Je pense qu'il y a des exemples, hein, et les meilleures marques, ils le font. Aujourd'hui, Nike a jamais fait appel à des youtubeurs ou à des mecs sur TikTok qui ont des millions et des millions et des millions. C'est pas là-dedans que tu vas automatiquement chercher ton influence. Et il y a des marques qui vont prendre ce raccourci pour aller gagner du reach et de l'audience, mais c'est pas ces marques-là qui vont vraiment gagner de la notoriété de marque et de l'influence derrière. Et justement, comme vous travaillez tous avec des entreprises qui viennent de territoires différents, tu viens de citer Nike, mais il y a aussi effectivement la question, parce qu'il y a des entreprises, par exemple en Afrique, et c'est quand même, parfois les entreprises sont très monopolistiques, c'est-à-dire qu'elles sont incontournables, il est très difficile, donc elles alimentent complètement parfois la possibilité pour des artistes de financer leur carrière, quoi. Comment justement ça se traduit, cette question de l'influence et du following, avec tout ce qu'on vient de se dire, et notamment en Afrique? Alors en fait ça dépend, il y a des marques qui recherchent à développer leur e-réputation. Donc, où là, effectivement, le langage, ça va être combien de followers, combien de vues, etc. Mais il y a d'autres qui sont plus portés sur un discours, sur une image. Et là, on peut proposer carrément des artistes qui sont en développement, mais qui ont un message à faire passer. Donc, tout dépend vraiment de ce que la marque recherche. Si c'est pour fidéliser, par exemple, ou si c'est pour viser on va dire une clientèle premium. Enfin, tout dépend du message. Et c'est cela qui va nous indiquer au niveau de l'indicateur. Mais effectivement, c'est très important pour les marques aujourd'hui, en tout cas en Afrique, si je peux témoigner en tant que tel, justement de travailler avec les artistes parce qu'ils sont incontournables. Et effectivement, il faut aussi qu'on puisse quantifier, le retour parce qu'il y a un investissement quand même qui est fait sur l'artiste. Et juste dire que l'artiste a une communauté derrière lui, c'est vrai que c'est palpable. Sur le terrain, c'est palpable, mais il y en a quand même qui voient au-delà du terrain et qui cherchent à plus rentrer dans la vibes digitalisation, où là, effectivement, on est obligé de parler en chiffres. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'il y a justement cette digitalisation, il y a enfin la possibilité d'inverser un peu les rapports de force? C'est-à-dire qu'on avait quand même un modèle qui était très dominant, c'est-à-dire les États-Unis, en tout cas une certaine manière de faire, et qu'en fait, avec les cibles avec lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous travaillez, on assiste vraiment à un chamboulement en fait justement de ces valeurs et de la manière en fait simplement de monter les opérations. Oui, parce que pour les artistes, c'est un outil de liberté. Ouais. Ils savent qu'ils peuvent émerger sans passer par un canal spécifique. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que Damso a fait sur sa promo, de se dire qu'il va aller faire le choix de faire toute sa promo au Congo, sachant qu'il sait que son marché principal, c'est quand même la France et la Belgique. Exact. Mais il sait qu'avec l'exposition qu'il va gagner de le faire, et notamment grâce aux réseaux sociaux, le fait d'inviter les médias, de prendre des médias locaux, le message va avoir un écho ici. Ce qui n'aurait pas été possible. Je pense qu'on a gagné en créativité ces dernières années avec le digital. Ça a permis surtout, et les revenus que tu peux aller chercher, notamment via des marques, mais d'autres types de revenus, on est revenu à des artistes qui sont beaucoup plus, je trouve, innovants et qui arrivent à faire davantage ce qu'ils ont envie de faire. Déjà, on est plus dans l'ère de l'indépendance. C'est-à-dire que souvent, ils sont indés, ils ont leur propre label et ils sont plus en licence. En fait, c'est des artistes beaucoup plus entrepreneurs et beaucoup plus créatifs. Et on peut arriver à ça encore plus aujourd'hui grâce aux outils qu'on a qu'avant. Ouais. Et ça les fait gagner, puisque effectivement Damso, le jour où l'album est sorti, il était top monde sur Spotify, ce qui n'était pas forcément attendu. Et puis après, bon, c'est le travail sur 4 albums. Oui, et vous aussi, vous constatez aussi un changement, Diana? Oui, un changement, parce que la digitalisation aussi permet d'aller chercher une communauté qui n'est pas forcément géographiquement présente où l'artiste est. Un artiste peut très bien être connu en Pologne, par exemple. Enfin, je veux dire, maintenant, au niveau des territoires aussi, il y a une grosse ouverture qui est super importante. Et là, on peut agir vraiment sur le monde. Donc la digitalisation, c'est quand même un outil incroyable. Et ça fait poids maintenant. Vous travaillez tous donc sur
avec le live, donc vous composez avec l'aspect physique aussi très concret de la présence des artistes. Et en même temps, bon, là, on est dans une ère où on est malheureusement impacté par le Covid. Il y a eu le confinement, donc c'est un peu la partie un peu bémol, c'est un peu sur la fin, mais voilà, il faut quand même en parler puisqu'on vient de parler de digitalisation. Quels enjeux en fait et quels défis en fait ça vous pose pour la suite? Est-ce que ça veut dire que vous allez être impacté durablement et que vous travaillez justement différemment depuis ça, ou est-ce que au contraire ça suscite de la créativité et beaucoup d'énergie? Je pense que comme dans n'importe quelle situation de crise, il y a toujours au contraire des nouveaux challenges et des choses à prendre, quoi. Il y a le bon côté de ça et souvent c'est être amené à penser différemment, à se dire ok, là je suis bloquée parce que en fait je vais pas pouvoir faire une tournée parce que personne ne peut en faire, donc je vais faire quoi à la place et je vais utiliser comment ma communauté et mes outils pour faire autre chose et proposer quelque chose d'original. Donc je pense qu'il faut voir le côté nouvelles opportunités plus que freins, c'est mon côté positif. Après, la réalité, c'est que les gars ont été bloqués, ont souvent... Enfin, les artistes, ils ont dû décaler des projets, ils n'ont pas pu tourner. Mais il y a plein d'autres moyens. Enfin, nous, par exemple, sur le volet de la synchro, ça ne nous a pas affecté du tout. C'est-à-dire qu'il y a des artistes avec qui on a pu continuer à faire des collaborations sur des pubs, voilà, sur des films. C'est de la musique. Et du coup, là-dessus, on n'a pas été affecté. Après, bien sûr, il y a d'autres aspects, notamment sur notre volet label, où ça a été plus compliqué. Mais je pense qu'il y a toujours... Donc c'est un équilibrage des activités. C'est pour ça qu'il faut être diversifié aujourd'hui plus que jamais. C'est aussi le cas pour... Bah ouais, nous c'est sûr on est impacté, les artistes le sont, tout l'écosystème artistique que tu as autour de toi, les DJ et tout le sont. Nous on attend. on attend tous, pour revenir plus fort parce qu'on est quand même, on se dit que certes il faut être innovant et c'est ce qu'on essaye de faire dans le quotidien, mais je pense que les gens perdront jamais l'envie de se réunir. Ouais. Et quand ça reviendra et il faut faire le dos rond, rester dur dans cette période-là et attendre des meilleurs jours. Ouais. C'est vrai que ça nous a poussé à innover, à développer des nouveaux produits. Ça nous a permis de nous surpasser. Et effectivement, moi qui travaille sur un gros projet autour des concerts, on est en stand-by, mais ça nous laisse le temps de l'affiner, de le développer encore plus. On sait que les producteurs de spectacles souffrent financièrement. Oui. Du coup, on sera, quand tout reprendra, j'espère l'année prochaine, on sera les bienvenus avec notre produit, parce qu'on sera une nouvelle source de revenus pour eux. Donc oui, je pense qu'il faut, je la rejoins, surfer sur ces nouvelles opportunités que ça nous apporte. D'accord, on finit du coup par Diana qui représente aussi un peu avec cette expérience, en plus sur un continent qui est quand même, dont on a du mal à apercevoir en fait ce qui se passe, mais où la vie continue quand même très bien. Oui, bon la vie continue oui, mais on s'aligne aussi sur tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que le live est complètement arrêté. Et pour nous, c'est quand même une grosse crise parce que c'est vraiment le live et le marketing qui fonctionnent super bien pour les artistes. C'est vraiment the source de revenus. Donc effectivement, nous, on est carrément en train de réinventer nos métiers. En même temps, c'est pas plus mal parce que quand ça va reprendre, on aura aussi développé notre branche, donc le marketing. Mais effectivement, on est quand même impacté et on attend tous le retour avec impatience de pouvoir re-rencontrer les publics de manière normale. Mais sinon, on essaye de se débrouiller pour inventer... en tout cas se diriger vers un autre volet qui sera aussi bénéfique plus tard, quoi qu'il en soit. En tout cas, oui, on a vu les messages aussi sur les réseaux sociaux de certains artistes qui sont dans des situations compliquées. Évidemment, on y pense et on espère que ça va reprendre. En tout cas, merci beaucoup. Merci Diana, merci Nabila, merci Cécilia, merci Dylan. Merci à vous. Merci. De rien. Merci.